Le canal de Suez, c'est bien plus qu'un simple raccourci pour les bateaux. C'est carrément une artère essentielle pour le commerce mondial. Et aujourd'hui, cette artère fait face à des défis, disons, sans précédent. Alors, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment l'Égypte ne se contente pas de mettre un pansement sur le problème. Non, non. Ils sont en train de réinventer complètement le canal pour l'avenir. Bon, avant de se projeter dans le futur, il faut absolument revenir un peu en arrière sur le présent. Parce que, voyez-vous, des crises assez récentes ont vraiment mis en lumière à quel point le canal peut être fragile. Et on va commencer avec celle qui a littéralement mis le commerce mondial sur pause. Ah, l'incident de Ever Given en 2021. Quel électrochoc ça a été. C'est assez fou de penser qu'un seul navire, un seul coincé de travers, a été capable de paralyser tout le trafic. Ça a créé un embouteillage planétaire. Ça nous a montré de façon assez brutale à quel point toute notre chaîne d'approvisionnement dépend de ce petit ruban d'eau. Et les problèmes ne se sont pas arrêtés avec l'Ever Given, loin de là. Plus récemment, l'instabilité en mer Rouge a eu un impact énorme. Regardez ces chiffres, c'est saisissant. On parle d'une chute des revenus de 2,4 milliards de dollars à moins de 900 millions pour le même trimestre à 1 an d'intervalle. C'est une baisse tellement drastique que ça force les grandes compagnies maritimes à carrément se demander s'il ne faudrait pas contourner le canal. Alors, face à tout ça, quelle a été la première réaction? Eh bien, elle a été très concrète, très physique. L'Égypte a lancé des travaux absolument colossaux pour renforcer l'infrastructure du canal. Le but, s'assurer qu'une catastrophe comme celle de l'Ever Given ne puisse tout simplement plus arriver. Et la solution, elle est vraiment impressionnante. On a ciblé le point faible, le secteur sud, exactement là où l'Ever Given s'est retrouvé coincé. Cet endroit, qui est un véritable goulot d'étranglement, a été complètement métamorphosé. On est passé à une voie à double sens. Et l'idée ici, c'est pas juste de faire passer plus de bateaux plus vite, c'est de bâtir une vraie résilience pour que le système ne flanche plus. 10 km. Ce chiffre, c'est vraiment la clé de tout. Ça peut ne pas paraître énorme, mais stratégiquement, c'est gigantesque. Cet ajout, ce n'est pas juste un peu plus d'asphalte, ou plutôt un peu plus d'eau creusée. C'est une véritable police d'assurance, un investissement pour éviter que tout le système plante encore une fois et pour que le trafic reste fluide. OK. Élargir le canal, c'est une chose. C'est la force brute. Mais ça ne suffit pas. On passe maintenant à la deuxième couche de défense. Et celle-là, elle est 100% technologique. L'Égypte a déployé un véritable arsenal numérique pour faire du canal un canal intelligent. L'objectif, avoir une surveillance et un contrôle comme jamais auparavant. Et cette modernisation, attention, ça ne concerne pas juste le canal lui-même. Ça touche aussi tout ce qui est autour, les infrastructures de soutien qui sont absolument critiques. Un bon exemple, c'est la grue de sauvetage NCAS 2. Le Dr El Zaghouil l'explique bien. Juste en modernisant cet équipement, on a réduit les temps d'arrêt de 50 à 70 %. C'est énorme. Ça veut dire qu'en cas de pépin, on réagit beaucoup plus vite. Le cerveau de toute cette opération technologique, c'est ça. Le SCVTMS, le nouveau système de gestion du trafic. Il faut voir ça comme un immense bouclier numérique qui protège le canal. Comment ça marche? Eh bien, c'est un réseau de radars hyper avancé, de caméras qui tournent 24/7 et de suivi par satellite. En gros, les opérateurs ont les yeux sur chaque navire, en temps réel. Ils connaissent leur position, leur vitesse, bien avant même qu'ils s'approchent du canal. Bon, on a couvert la sécurité, la technologie pour éviter les catastrophes. Mais la vision de l'Égypte, elle va bien plus loin que ça. Maintenant, on entre dans la partie la plus fascinante. Une stratégie qui n'est plus réactive, mais proactive. Une stratégie qui veut carrément redéfinir le rôle du canal de Suez dans le monde. Et cette vision porte un nom, Canal vert 2030. L'ambition ici, c'est ni plus juste d'être le chemin le plus court entre deux points, c'est de devenir aussi le chemin le plus propre. On parle d'un changement complet du modèle d'affaires. Le canal ne serait plus juste un passage, mais une véritable destination pour l'énergie durable. Et attention, ce n'est pas juste un beau concept sur papier, il y a un plan d'action très concret. Ça commence simplement. On collecte les déchets des navires. Ensuite, étape 2, on transforme ces déchets en carburant. L'étape d'après, on développe un hub majeur pour le ravitaillement en carburant vert et finalement, on crée des incitatifs pour que les navires choisissent ces carburants propres. C'est un plan en plusieurs étapes très logique. Et la preuve que ce futur est déjà en train d'arriver, la voici. En août 2023, le canal a réalisé sa toute première opération de ravitaillement en méthanol vert pour un navire. C'est un jalon super important. C'est la preuve tangible que la vision est en train de devenir une réalité sur le terrain. Maintenant, qu'est-ce qui propulse toute cette transformation verte? Derrière tout ça, il y a un moteur économique, un projet absolument gigantesque. Ça s'appelle la Zone économique du canal de Suez ou, pour faire plus court, la SZON. Juste un coup d'œil à la carte et on comprend l'ampleur du projet.
La SC Zone, ce n'est pas juste une petite zone industrielle au bord de l'eau. Non, c'est un corridor de développement de 461 km², c'est immense. C'est un territoire entier qui longe le canal et qui est pensé pour devenir un pôle mondial pour l'industrie et surtout pour l'énergie verte. Pour qu'on se fasse une idée de l'échelle, prenons un seul exemple. Un des projets, celui de la Green Fuel Alliance, vise à produire 350 000 tonnes d'ammoniac vert par année. C'est une production de masse, conçue spécifiquement pour alimenter la nouvelle génération de navires. Et ce n'est qu'un projet parmi tant d'autres. Ce qu'on voit ici, c'est une véritable vague d'investissements internationaux qui déferle sur la zone. On a des gros joueurs comme EDF avec la Green Fuel Alliance pour l'ammoniac et l'hydrogène. On a Scatec-Casa qui se positionne sur le méthanol vert. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas à la production de carburant. On parle aussi de construire des usines de panneaux solaires sur place. On est en train de créer un écosystème complet. La SIZUA Zone est en train de devenir un pôle d'attraction mondial pour l'investissement vert. Et tout ça nous amène au cœur du changement de modèle. C'est un changement fondamental de mentalité. Avant, le modèle était simple. Un bateau passe, il paye un péage, fini. Le nouveau modèle, c'est d'inciter les navires à s'arrêter. Pourquoi? Pour assembler des produits, pour transformer des matériaux et surtout pour se ravitailler en carburant vert. En gros, le canal de Suez ne veut plus être juste une autoroute. Il veut devenir une ville, une destination en soi. Alors, est-ce que ça peut être payant? Le potentiel est absolument colossal. Le FMI estime que les revenus pourraient grimper jusqu'à presque 12 milliards de dollars par an d'ici 2029-2030. C'est énorme. Par contre, il y a un mais, et il est de taille. Tout ça dépend d'une chose cruciale, la stabilité dans la région. Et ça nous ramène à la question de départ. D'un côté, on a ce plan égyptien extrêmement audacieux, un plan pour un avenir plus sécuritaire, plus intelligent et plus vert. L'idée, c'est qu'en devenant un pôle énergétique mondial incontournable, le canal va créer des liens économiques tellement forts que ça pourrait, en théorie, encourager la stabilité. Mais la grande question demeure, est-ce que cette vision grandiose d'une superpuissance industrielle et verte est suffisante pour protéger le canal contre la réalité d'une géopolitique hyper tendue en mer Rouge? C'est vraiment ça, tout l'enjeu.